La Cour constitutionnelle a rendu sa décision le mardi sur la loi fixant les modalités d'organisation du référendum. Verdict, le texte est déclaré conforme à la Constitution, mais plusieurs dispositions devront être revues avant sa promulgation. Un oui, mais avec des réserves. À travers son président Dieudonné Kamuleta, la haute juridiction exige la révision de certains articles jugés non conformes, invitant ainsi les législateurs à apporter les corrections nécessaires. Cette décision valide les principes du référendum, tout en rappelant que son encadrement juridique doit respecter scrupuleusement les exigences de la Constitution. La balle est désormais dans les camps du Parlement appelés à intégrer les observations de la Cour. Une fois ces ajustements effectués, le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante pourront enclencher les prochaines étapes du processus référendaire. Le compte à rebours semble désormais lancé. Si le débat politique reste vif, le référendum, lui, franchit une étape décisive. Le calendrier du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas dicté par les pressions politiques, mais par les priorités de l'État. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, lors d'un briefing presse. Selon lui, le chef de l'État reste engagé à organiser un dialogue inclusif avec différentes forces vives de la nation, mais cette initiative interviendra en son temps et selon les modalités définies par la présidence. Patrick Mouyaya qualifie par ailleurs la démarche de la C64 d'initiative politicienne, estimant que le processus de dialogue ne devrait pas être présenté comme une réponse à un ultimatum ou des revendications particulières. Écoutez, le président de la République a son agenda. Le président de la République a son timing. Le président de la République a dit qu'il organiserait le dialogue. Le président de la République a dit qu'il prendrait son ordonnance. L'agenda du président de la République ne répond pas à une quelconque forme d'ultimatum. L'agenda du président de la République répond aux impératifs de l'État suivant la direction dans laquelle le président de la République nous a engagés. Et donc, je ne veux pas rentrer, je présume que c'était une idée politiquement politicienne, je ne veux pas rentrer là-dedans, je vais rester dans le fait que le président, comme garant de la nation, a pris un engagement d'engager le pays dans la voie du dialogue, comme dit par le cardinal. Il fera les choses en son temps, il fixera le cadre, et cela ne doit pas être confondu à une quelconque réponse parce qu'il y a eu un ultimatum ou parce... La balle reste désormais dans les camps de la présidence, attendue sur les calendriers et les contours de ces dialogues annoncés. Le ministre de l'intégration régionale Floribert Anzoulouni a affirmé que 5 des 6 zones identifiées comme abritant des combattants de FDLR se trouvent sous le contrôle du Rwanda et de l'FC-123, tandis qu'une seule est sous contrôle de l'armée congolaise. Il a déclaré mardi 28 juillet à Kinshasa lors d'un briefing de presse conjoint avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Selon Floribert Anzoulouni, ces 6 zones ont été identifiées dans le cadre du mécanisme de suivi mis en place après les accords de Washington. Et donc aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer, c'est la raison de notre briefing, de vous annoncer qu'il y a eu une évolution importante dans ce sens-là. Les FDLR, après un long processus, donc, comme l'a dit mon collègue, viennent de signer un protocole de démilitarisation, démobilisation et de cantonnement. Le ministre a indiqué que le FDLR se sont engagés dans un processus de désarmement, de démobilisation et de cantonnement sous la supervision régionale, conformément aux accords de Washington en vue de leur dissolution définitive. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a poursuivi mardi 28 juillet à Tel Aviv une série d'activités visant à consolider la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Israël, aussi bien dans le domaine de la santé que du développement économique. Dans un premier temps, la chef de la diplomatie congolaise a visité l'organisation humanitaire Save et Child Heart, spécialisée dans le soin cardiaque pédiatrique. Reconnue à l'échelle internationale, cette institution a déjà permis à plus de 8000 enfants originaires de plus de 75 pays de bénéficier d'interventions chirurgicales, tout en assurant la formation des médecins
venus de plusieurs régions du monde. Cette visite s'inscrit dans la volonté des deux parties de développer une coopération concrète pour améliorer l'accès aux soins spécialisés et renforcer les capacités du personnel médical congolais. Par la suite, Thérèse Kaikwamba a participé à une table ronde organisée par Israël Export en présence de la directrice générale de l'ANAPI, Rachel Mpongolwamba. Devant plusieurs investisseurs israéliens, la ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à renforcer les relations économiques avec Israël, à promouvoir les échanges commerciaux et à attirer davantage d'investissements privés. À cette occasion, la directrice générale de l'ANAPI a présenté les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo ainsi que les réformes entreprises pour améliorer le climat des affaires. Les travaux de modernisation du stade GD Katoka évoluent normalement au Kasaï central. Lundi 27 juillet 2026, le gouverneur Joseph Moïse Kambouloukoko s'est rendu sur les chantiers accompagné du nouveau ministre des Sports, Maître Emmanuel Mwanza. Cette visite de terrain a permis aux autorités de constater l'évolution des travaux de génie civil, une étape préalable à la pose de la pelouse synthétique. Le gouverneur a réaffirmé sa volonté de doter la province d'une infrastructure sportive moderne conforme aux normes en vigueur. Sur place, il a encouragé les ouvriers, les responsables du stade ainsi que la fondation Donat Kabasele, maître d'ouvrage du projet. Cette descente visait également à dissiper les rumeurs faisant état d'un prétendu arrêt de travaux. Au nom de Donat Kabasele, initiateur du projet, son représentant Célestin Kayaya a salué la visite du gouverneur. Les travaux se font sans problème. D'ailleurs, son Excellence est là pour assurer qu'il n'y a pas eu l'arrêt des travaux et qu'il est là, il suit les travaux à la loupe. Nous sommes en train d'abord de travailler sur la plateforme de ce qui reste, mais il y a des tracteurs qui sont en route qui vont arriver d'ici là. On est en train de creuser pour faire la canalisation qui va ceinturer leurs déchets. À l'issue de la visite, Joseph Moïse Kambouloukoko a insisté sur le respect des normes techniques afin de garantir un ouvrage de qualité. Il a par ailleurs instruit le nouveau ministre provincial des Sports de faire du suivi de ces chantiers une priorité. 7 personnes ont perdu la vie dans un grave accident de la circulation survenu mardi 28 juillet au village de Mbangi, situé à environ 1 km du secteur de Bukangalonzo, sur la route nationale numéro 1 dans la province du Kwango. Le drame a impliqué un bis des transports de la société Arche de Noé en provenance de Kinshasa et à destination de Kikwit, ainsi qu'un véhicule de marque Toyota communément appelé Ketcho qui circulait dans le sens inverse de Kenge vers Kinshasa. Selon les premières informations, le chauffeur du bus aurait tenté d'éviter des importants nids de poules présents sur la chaussée. Au cours de cette manœuvre, le véhicule est entré en collision frontale avec la Toyota. Le bilan provisoire fait état de 7 morts, tous des occupants du véhicule léger, dont le conducteur. Aucun décès n'a été enregistré parmi les passagers du bus, malgré d'importants dégâts matériels. La Toyota, quant à elle, a été complètement détruite sous la violence du choc. À la suite de cet accident, les autorités provinciales ont procédé à la prise en charge de la situation. Les corps des victimes ont été transférés à la morgue de Kenge où ils restent conservés en attendant les formalités d'usage. Ces nouveaux drames relancent une fois de plus la question de l'état de la route nationale numéro 1, notamment la présence de nombreux nids de poules qui continuent de mettre en danger les usagers. Le chapitre entre Cédric Bakambo et le Real Betis Séville est désormais clos. L'international congolais a officialisé son départ du club espagnol à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, mettant ainsi un terme à 2 saisons et demie passées sous les couleurs andalouses. Dans un message à plein d'émotion, l'attaquant de 35 ans a tenu à remercier le club et ses supporters pour leur soutien durant son passage à Séville. Arrivé au Betis pour apporter son expérience au secteur offensif, Cédric Bakambo quitte le club avec un bilan de 74 matchs disputés, 15 buts inscrits et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. L'attaquant congolais s'est particulièrement illustré en UEFA Conference League où ses performances lui ont valu le surnom de l'homme de la conférence auprès des supporters du club andalou.
Désormais en fin de contrat, Cédric Bakambu est libre de s'engager avec le club de son choix. Passé notamment par Villarreal et l'Olympique de Marseille, l'enfant centre des Léopards attire déjà l'attention de plusieurs formations. Son avenir reste donc l'un des dossiers à suivre de près sur le mercato estival.